L'unité syndicale, c'est dans le combat, c'est dans la rue, c'est là où on monte l'unité syndicale. C'est lorsqu'on fait des tournées de piquets, qu'on montre qu'on est du côté des travailleurs, qu'on est opposé aux réquisitions, qu'on fait front avec les travailleurs devant les CRS pour empêcher les réquisitions. Mais 1000 fois oui, cette unité syndicale-là. Chers amis, chers camarades, bonjour à tous, c'est Anas Kazib pour Révolution Permanente. Dans cette vidéo, je vous propose de décrypter ensemble le mouvement contre la réforme des retraites et également de discuter de l'impasse stratégique dans laquelle nous sommes à quelques jours de la prochaine journée appelée par l'intersyndicale le jeudi 6 avril et discuter aussi de cette attitude qu'a l'intersyndicale à appeler à des journées de grève perlée, à aller faire des demandes de rencontres, de médiation, de pauses et autres. Camarade Philippe Martinez, qui t'a donné mandat pour parler de médiation alors que les travailleurs sont dans la rue? Vous savez les camarades, depuis le départ, je suis très critique de l'intersyndicale et pour plusieurs raisons. La première et la plus importante, c'est parce que moi, je suis pour l'auto-organisation. Je suis pour que la grève appartienne aux grévistes, comme on dit, que ça soit dans les assemblées générales, dans les coordinations de travailleurs, dans les rencontres interprofessionnelles, que se décide le plan de bataille, la stratégie et les mots d'ordre. Je ne suis pas pour des grèves qui soient pilotées et dirigées par une poignée d'individus, des bureaucrates syndicaux qui décident entre eux de quelle va être la prochaine journée de mobilisation, de quels vont être les mots d'ordre ou autres. La deuxième raison, c'est que intersyndicale n'est pas synonyme de victoire. Au contraire, ça fait presque 30 ans maintenant que le mouvement ouvrier perd systématiquement contre les réformes des gouvernements successifs, loi travail, réforme des retraites de 2010, etc., etc. Et enfin, une intersyndicale dont la tête pensante est Laurent Berger de la CFDT, je dis qu'il faut se méfier 3 secondes. Souvenez-vous que quelques jours avant que démarre le mouvement contre la réforme des retraites, il y avait un mouvement de grève à la SNCF, un mouvement des contrôleurs durant les week-ends de Noël et le week-end de jour de l'an. Et à ce moment-là, déjà, Laurent Berger avait dénoncé les grévistes, avait dénoncé le fait qu'ils fassent grève durant les vacances de Noël. Est-ce que vous soutenez cette grève, Laurent Berger? Non, la CFDT ne la soutient pas. Je la soutiens pas non plus à titre personnel, mais la CFDT ne la soutient pas. Tout simplement parce que il n'y a pas dans cette période un contexte particulier qui ferait que ça justifie de pointer ce week-end de Noël, dont on sait qu'il est un week-end où ça circule beaucoup. Et quelques mois auparavant, au mois d'octobre, il y avait cette grève dans la pétrochimie chez Total et ExxonMobil. Et pareil, à ce moment-là, le gouvernement a eu qui? Laurent Berger comme bouée de sauvetage pour permettre les réquisitions chez Total, chez ExxonMobil et pour fracasser la grève en expliquant que oui, il y a eu un accord qui a été signé avec la CFDT qui a été salué par Laurent Berger. 6 des 7 d'entre elles sont aujourd'hui à l'arrêt sur ce mouvement social. Vous avez dit samedi dernier sur Inter que les employés ont raison de demander des augmentations de salaire, mais qu'on n'a pas besoin de cette grève. 6 jours après, vous dites toujours la même chose, on n'a pas besoin de cette grève. Donc ce Laurent Berger, il ne s'est pas rougi du jour au lendemain, il n'est pas devenu révolutionnaire du jour au lendemain. Au contraire, s'il est obligé d'être dans cette intersyndicale, c'est parce que sa base, la base de la CFDT, l'a mis en minorité au Congrès et a imposé le fait qu'il y ait une lutte contre la réforme des retraites si elle visait l'allongement de l'âge de départ. Et je voudrais tout de suite démonter un des plus gros mensonges que j'entends autour de l'intersyndicale depuis le départ, qui veut nous faire croire que sous prétexte de l'unité syndicale, qu'il ne faudrait surtout pas critiquer, par cette unité syndicale, en fait, on a la massivité. Je considère que ça, c'est un des plus gros mensonges qui existent. Les amis, s'il y a du monde dans la rue, c'est parce qu'il y a une opposition frontale et importante et massive à cette réforme des retraites. 94% des actifs sont opposés à l'allongement de l'âge de départ de la retraite. C'est pour ça, c'est parce que les travailleuses et les travailleurs, dans leur écrasante majorité, sont opposés à la réforme des retraites. Qu'il y a même des députés LR et des députés Rassemblement National qui votent contre la réforme des retraites. Donc oui, quand tu es une organisation syndicale, c'est suicidaire de ne pas appeler à lutter contre la réforme des retraites. C'est parce que le macronisme fait la guerre aux organisations syndicales depuis le départ. Je veux dire, même Martinez, Berger ont expliqué que pendant des semaines et des mois de concertation, soi-disant, il n'y a rien qui a été retenu, pas une virgule. Martinez a dit ils n'ont rien retenu de tout ce qu'on a réclamé durant les tables rondes avec le gouvernement. C'est pour ça qu'on dit que c'est une concertation pipeau. C'est bon, venez parce qu'on est obligé, parce que c'est la loi qui l'impose, mais de toute façon, on fera ce qu'on voudra. Donc ils n'ont pas le choix, je veux dire. L'unité syndicale, elle est de fait. Et cette unité syndicale, on ne doit pas la critiquer alors que c'est une unité syndicale sur le plus petit dénominateur commun, à savoir le retrait de la réforme des retraites et rien d'autre.
Comment va se positionner Laurent Berger? Parce que je ne vous cache pas qu'on a du mal à imaginer Laurent Berger faisant chuter Macron. Le front syndical, il est uni, mais il est uni sur le plus petit bout de la lorgnette. Il est uni sur les journées d'action et de témoignage, pour l'instant. Quand on débat sur l'arrêt de la production, là, on voit que le mouvement syndical, il n'est pas uni du tout, il est fracturé. Alors oui, les amis, je considère qu'on a le droit de critiquer l'intersyndicale. Je vais même vous dire, c'est un devoir. C'est une urgence aujourd'hui de critiquer l'intersyndicale parce que sinon, on ne comprend pas l'impasse stratégique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est eux qui donnent la stratégie depuis le départ, ou à moins qu'on vive dans un autre pays qu'on n'a pas vu ce qui est en train de se passer, mais c'est l'intersyndicale qui donne les dates depuis le départ. D'une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier 2023. L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestation interprofessionnelle le 31 janvier. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le mardi 7 février, puis le samedi 11 février. À poursuivre toutes les actions demain, 16 mars, journée de l'examen de cette réforme à l'Assemblée nationale. Et qu'on mette sur pause sur la réforme des retraites. Ça veut dire quoi, mettre sur pause ? Mettre sur pause, c'est dire, écoute... Intersyndicale, on a proposé une nouvelle fois au gouvernement et surtout au président de la République de suspendre son projet et de nommer une médiation. C'est elle qui espace les journées de grève perlée. C'est elle qui décide des mots d'ordre et le seul mot d'ordre, comme je vous ai dit, qui est retrait de la réforme des retraites. On est obligé de critiquer ça. Je sais pas, moi, c'est comme ne pas critiquer un sélectionneur d'une équipe de foot alors qu'il fait des choix erronés tactiquement, stratégiquement et qui font qu'on va vers une défaite dans un match. On a le droit de le dire. Et on va le répéter 1000 fois, mais critiquer l'intersyndicale, ce n'est pas critiquer le syndicalisme, les amis. Ce n'est pas critiquer les militantes et les militants, les adhérents de base des différents syndicats. Je suis moi-même syndiqué et je suis pour même vous appeler toutes et tous, toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo à vous syndiquer massivement, à rentrer dans les syndicats de combat de vos entreprises, à leur faire la guerre. Je pense que ça serait un des meilleurs acquis de ce mouvement-là si demain on sortait avec des hausses de syndicalisation dans tout le pays. Mais critiquer l'intersyndicale, c'est critiquer la direction, pas critiquer celles et ceux qui sont sur le piquet de grève dès 4 heures du matin, font des heures et des heures de tournée dans leurs entreprises, parfois risquent leur carrière dans des conseils de discipline, sont réprimés, finissent en garde à vue après des actions coup de poing et autres. Ce n'est pas la même chose. Critiquer l'intersyndicale, c'est critiquer la direction qui est en train de nous faire prendre Berger, Martinez et tous les autres. Recevez-nous, Monsieur le Président, nous ne voulons pas que la situation devienne explosive. Et si j'insiste sur ces éléments, les amis, c'est tout simplement parce qu'on peut gagner. Je veux dire, on n'a jamais eu autant la possibilité de mettre en déroute le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui est totalement isolé, que ça soit au Parlement ou dans l'opinion publique et même au sein même de sa base, qui lui demande de reculer. Emmanuel Macron est acculé. Il y a des patrons qui ne comprennent pas à quoi il joue, qui se demandent même s'il n'attend pas la révolution pour reculer. Même à l'échelle internationale, tous les pays du monde sont en train de regarder ce qui est en train de se passer et qui sont très critiques de la gestion du maintien de l'ordre, comme il l'appelle, de ces violences policières qu'on est en train de voir chaque journée de mobilisation et notamment le soir depuis le passage au 49.3 où il y a toutes ces manifestations sauvages dans plein de villes de France. Aujourd'hui, la situation, elle est totalement explosive. Je veux dire, la journée du jeudi 24 mars, ça a été la journée la plus importante depuis des années et des années. On n'a jamais vu 3,5 millions de personnes après une réforme qui soit passe par un vote au Parlement ou encore un 49.3, on n'a jamais vu une réforme dans laquelle, après le passage au Parlement, la mobilisation continue. Des manifestations violentes ont paralysé une nouvelle fois la France aujourd'hui. Ces images montrent à quel point la tension est montée dans les rues du pays. La journée a été marquée par des heurts entre la police et les manifestants. L'actualité française commentée dans toutes les langues, à la une des journaux télévisés européens. Partout, les mêmes images d'échauffourées entre la police et les manifestants, et des Français toujours dans la rue, malgré l'adoption à l'Assemblée de la réforme des retraites. Violence que dénoncent aussi les syndicats, inquiets que le sujet de la contestation soit occulté. Tout le monde est inquiet, je crois, là, ce matin. Parce qu'il y a eu des violences qui sont inacceptables et qu'on n'arrive pas à comprendre. Quel est le sens de tout ça? Je ne comprends pas. Mais évidemment qu'il n'y a pas de sens quand la violence commence à prendre le pas. Mais dans ce cas, il faut calmer le jeu, maintenant, avant qu'il y ait un drame. Une inquiétude, alors que la 9e journée de mobilisation a été massive.
Plus d'1 million de personnes dans les rues selon le ministère de l'Intérieur. Des cortèges regonflés par l'usage du 49.3. Et dans la foule, des nouveaux visages, plus jeunes. Selon un sondage d'hier, près de la moitié des Français sont favorables à un durcissement du mouvement. Dans les cortèges, certains manifestants pacifistes comprennent les débordements. Ils espéraient un pourrissement de la mobilisation, ils espéraient qu'à un moment donné, avec le passage au 49.3, les choses allaient rentrer dans l'ordre, allaient se tasser. Mais au final, il y a encore plus de radicalité, des grèves reconductibles qui, même si elles diminuent, elles tiennent dans des secteurs dans lesquels il y a des actions coup de poing, dans lesquels les militantes et les militants syndicaux s'affairent à faire des manifestations, des actions et autres. La situation, elle est propice à une victoire. Sauf que les amis, les journées isolées qui continuent comme ça et également les appels du pied à des médiations, des pauses ou encore l'intersyndicale qui va aller voir Borne, discuter de quoi ? Il y a quoi à discuter? La régression sociale ne se discute pas, elle ne se négocie pas, elle se combat. Pour aller répéter quoi? Qu'on est opposé à la réforme des retraites? Elisabeth Borne ne regarde pas la télé depuis 3 mois maintenant, elle voit pas les mobilisations. Ils savent très bien qu'on est opposé à la réforme des retraites. Pourquoi on va lui donner le signe qu'on est là, ouvert à discuter avec eux? C'est ça ce qu'ils cherchent. Alors qu'au début, ils ont envoyé paître justement l'intersyndicale quand elle a fait le courrier à Emmanuel Macron. Je pense qu'on est quand même un peu sur la voie de sortie et je ne crois pas du tout à la main tendue de Madame Borne à l'intersyndicale pour la bonne et unique raison, c'est que la seule chose qu'elle peut concéder, à mon avis, qui pourrait satisfaire les syndicats, c'est d'abandonner le recul de l'âge légal à la retraite. Oui, mais ce qui ne sera pas le cas. Attendez, je termine. Ce qui ne sera pas le cas. Oui. Et ce qui est incroyable, c'est que ces mêmes dirigeants syndicaux, certains n'ont même pas mis un pied dans un piquet de grève. Je veux dire, vous ne trouverez pas une seule image de Philippe Martinez ou encore de Laurent Berger sur un piquet de grève. Pire encore, là où il y a des réquisitions. Je veux dire, on a réquisitionné des raffineurs, on a réquisitionné des éboueurs. Où était l'intersyndicale là-dedans? Parce que la question, c'est pas l'unité syndicale des logos autour d'une feuille pour faire un communiqué bas de gamme. L'unité syndicale, c'est dans le combat. C'est dans la rue, c'est là où on monte l'unité syndicale. C'est lorsqu'on fait des tournées de piquets, qu'on montre qu'on est du côté des travailleurs, qu'on est opposé aux réquisitions, qu'on fait front avec les travailleurs devant les CRS pour empêcher les réquisitions. Mais 1000 fois oui, cette unité syndicale-là. Oui, cette unité syndicale qui est là, frontale, face à la bourgeoisie, face au patronat, face au CRS, oui, on est pour. Mais si c'est l'unité syndicale pour aller chez Elisabeth Borne, alors que tu vas même pas voir les éboueurs qui sont réquisitionnés, non merci. La CFDT ne soutiendra jamais aucune atteinte aux biens et aux personnes. Donc quand il y a par exemple l'électricité coupée dans une permanence ou chez une élue? Je condamne. Sur les déchets. Sur les déchets. Il n'y a pas la CFDT dans le mouvement à Paris, sur les déchets. Et je vous le dis, la CFDT, elle sera préoccupée à ce qu'on garde l'opinion. Donc vous êtes en désaccord avec ce mode d'action? On n'appelle pas à ce type d'action. Laissez les armes, on est pacifistes. Pensez à vos enfants. Modestement, on a commencé à aller voir à droite à gauche les différentes équipes syndicales de base du terrain, ceux qui font le travail comme nous tous ici. Ici, il n'y a pas, l'intersyndicale nationale se déplace pas ici. Alors que c'est ici qu'il faut y être, c'est ici qu'il faut affronter les flics. Et les amis, je le disais, oui, on peut gagner. Mais maintenant, il va falloir que la base reprenne le mouvement et en tout cas que la base, elle critique farouchement ce qu'est en train de faire l'intersyndicale. Parce que cette journée du 6 avril, comme j'ai dit, elle arrive avec presque 10 jours d'écart. Comment vous tenez la grève reconductible plus de 10 jours dans des secteurs? C'est pas possible, les amis. Notamment parce que il y a quelque chose qui est central, que tout le monde a en tête. C'est l'argent. Comme on dit, l'argent, d'ailleurs, on l'appelle pas l'argent dans des phases de grève, on l'appelle le nerf de la guerre. Parce que tout le monde comprend que ce qui nous engage dans une lutte, c'est aussi des sacrifices. C'est de la tension psychologique, c'est aussi la famille qu'on voit moins, les enfants, etc. Mais c'est aussi financier. Lorsque vous gagnez 1200 balles, 1500 balles, 2000 euros et que vous devez engager des sacrifices financiers importants, enfin, je veux dire par là, moi, je suis en grève reconductible depuis le 6 au soir, les amis. Ça, d'ici le 6 avril, je serai à presque plus de 30 jours de grève reconductible. C'est 1 mois de salaire. Avec de nombreux camarades, on est à plus d'1 mois de salaire.
Pourquoi l'intersyndicale se refuse à appeler à la grève reconductible? La grève reconductible, c'est une vue de l'esprit. L'intersyndicale, elle n'a jamais appelé à ce type d'action. Oui, mais Philippe Martinez les soutient et demande à les amplifier. Mais l'intersyndicale, ce sur quoi on est d'accord entre nous. Mais l'intersyndicale, elle risque pas de se fracturer sur cette question à terme, puisque les mouvements reconductibles, ils sont en cours. Vous savez, d'abord, ils sont pas les mouvements reconductibles. Encore une fois, les équipes CFDT, et il y en a pas beaucoup, qui ont décidé d'aller sur ce type d'action, c'est leur responsabilité. C'est pas les appels que la CFDT lance. On pourrait être tous d'accord là-dessus en disant qu'il faut appeler à 15 jours de grève, qu'on se mettrait le doigt dans l'œil. La grève générale, reconductible et le durcissement des mouvements, quoi. Il y a un moment où il faut arrêter de... Enfin, on l'a vu là, on est sorti un nombre incalculable 2 fois dans la rue et ça a super bien fonctionné, mais ça suffit pas. Donc à un moment, faut monter le ton, quoi. Il y a que ça. Il faut que l'intersyndicale, elle soit le moteur de ça, quoi. Si on veut bouger, c'est le moment ou jamais. Donc on est prêt effectivement à perdre un certain nombre de jours de salaire. Je suis prête à aller jusqu'au bout, effectivement, pour gagner au minimum 2 ans sur mon temps de retraite. C'est la 2e fois, j'étais là le 19, je reviendrai. Et voilà, on espère que ça va payer, quoi. On va espérer que peut-être ça sera comme 95, avec Juppé. Ça serait pas mal aussi. De toute façon, l'intersyndicale, à part faire des grèves saute-mouton, c'est pas ce que la bosse demande. Hein. Nous, on demande de rentrer dans le dur, la grève générale, quoi. On veut que toutes les entreprises mettent bas les marteaux, quoi. C'est comme ça qu'on y arrivera, quoi. On voit bien que ça colle plus avec la réalité du combat. Aujourd'hui, on est dans un combat plus dur. Macron, il n'en a rien à branler de ce qu'on lui dit. On l'a encore entendu hier à 13h. Donc ça y est, il faut monter le ton. Il faut multiplier les grèves, multiplier les blocages et multiplier les manifs comme ça. Pourquoi l'intersyndicale ne cherche même pas à coller sur ces 11 journées de grève isolée, ne serait-ce que la moitié? On aurait été déjà dans un autre monde si sur les 11 journées, on aurait collé 4 journées d'affilée. Je veux dire, quand tu perds... je vous donne un exemple, admettons qu'il y a 4 journées de grève perlée dans un mois, c'est 4 jours de salaire qui sont retirés. Donc que tu les perds avec un espacement dans le mois ou que tu les perds parce que tu les as fait en même temps, dans la même semaine, ça change rien. Mais par contre, ça change quelque chose politiquement et dans le rapport de force quand il y a 4 journées massives avec des manifestations massives et un blocage de l'économie que quand c'est 4 journées de grève perlée. Et donc ça, c'est problématique, cette stratégie. Et notamment, ce qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, dans de nombreux secteurs, le boulot, il est en train de reprendre. Pourquoi? Parce que la question de la perte financière, elle est au cœur et que aucun des dirigeants de ces centrales syndicales ne s'exprime là-dessus. Je vais même vous dire ce qui se passe. À la CFDT, ils ont plus de 143 millions d'euros de caisse de grève uniquement pour les adhérents de la CFDT. CFDT est pourvu d'une caisse nationale d'action et de solidarité qui permet à ses adhérents d'avoir une prise en charge par la CFDT, 7,70 € par heure de grève. Enfin, je veux dire par là, c'est pas la CFDT qui va gagner le mouvement, c'est les travailleuses et les travailleurs, peu importe leur étiquette syndicale ou qu'ils soient non syndiqués. On veut gagner ou on veut perdre? Si on veut gagner, il faut aider tout le monde. Donc pourquoi on n'aide que les adhérents de la CFDT? Pourquoi il faudrait prendre une carte à la CFDT pour pouvoir bénéficier d'un chèque de caisse de grève? Ce n'est pas possible. Et je vais même critiquer l'ensemble des autres organisations syndicales parce qu'elles ne disent rien aussi là-dessus. Elles mettent aucune solution en place. Quand vous cumulez l'ensemble des adhérents de la CGT, de la CFTC, CFE-CGC, Solidaire, UNSA, etc., c'est plus de 1,5 million d'adhérents qui sont revendiqués. Mais si on prenait ne serait-ce que 10 € des adhésions, des cotisations du mois de mars, juste un mois, prendre que la moitié, 10 € de cotisation, ça ferait rentrer 15 millions d'euros tout de suite dans les caisses de grève pour aider les travailleuses et les travailleurs à tenir le mouvement. Alors oui, il y a des caisses de grève locales qui sont gérées par les travailleurs, qui essayent de les alimenter, qui essayent de collecter dans les manifestations, devant les péages. Oui, il y a une caisse nationale qui a 3 millions d'euros. Mais c'est rien du tout ça à côté des millions d'euros que pourrait mettre tout de suite dans la bataille l'ensemble des organisations syndicales en disant on va mettre tant de millions d'euros pour tous les travailleuses et travailleurs. Mettez-vous en grève massivement jusqu'au retrait total. Mettez-vous en grève, il y a de l'argent pour vous aider, vous inquiétez pas. On va aider même les plus précaires d'entre vous, ceux qui ont des difficultés. On va les aider encore plus que les autres s'il faut, mais mettez-vous en grève. Est-ce que ça ne serait pas un signal important pour toutes celles et ceux pour les faire rentrer dans la bataille définitivement? La deuxième chose importante, c'est la question des mots d'ordre.
tous les éditorialistes, les spécialistes qui suivent le mouvement depuis le départ, tous le disent, les gens ne sont pas dans la rue uniquement sur la réforme des retraites. Est-ce que du coup on est en train de passer de manifestations qui étaient très syndicalisées à des manifestations qui deviennent très politisées? Dès le début dans ces manifestations, quand on interrogeait les gens, on parlait retraite et on parlait du reste. Vraiment, ce malaise démocratique, il existe et il s'exprime depuis le début. Beaucoup de gens qui ne sont pas syndiqués, qui sont dans la rue et qui en ont ras-le-bol, quoi. De l'inflation, leur pouvoir d'achat qui baisse de plus en plus. Je pense que là, il y a aussi une révolte de gens qui sont là aussi pour autre chose que la retraite, la réforme de la retraite à 64 ans. Quoi. Les gens parlent des salaires, de l'inflation, de la situation politique, de la démocratie, etc. C'est un mouvement éminemment politique. Ce n'est pas un mouvement juste pour le retrait de la réforme. Mais force est de constater qu'il y a encore des secteurs, notamment des secteurs des classes populaires, des secteurs précaires qui ne sont pas dans la mobilisation. Et notamment, des fois, on entend ces gens-là s'exprimer dans les médias. Vous savez, il y a une phrase qu'ils disent. Ils disent « Je soutiens le mouvement, mais malheureusement, moi, je ne peux pas me permettre. » Ils ne peuvent pas se permettre de quoi? Ils ne peuvent pas se permettre de faire grève. Mais pour quelle raison? Parce qu'ils n'y croient pas. Ils ne disent pas « Non, la grève, ça ne sert à rien. » Ils ne peuvent pas se permettre pour deux raisons. Financièrement, mais également parce qu'ils sont dans des secteurs dans lesquels ils savent qu'il y a une répression farouche. Et pour que ces gens-là rentrent dans la bataille, si toi, tu ne mets pas de caisse de grève en place, s'il n'y a pas d'argent pour les rassurer à l'idée de pouvoir faire quelques sacrifices financiers dans lesquels ils vont être aidés derrière à pouvoir payer leur loyer et remplir leur frigo. Mais également, s'il n'y a pas un élargissement des mots d'ordre à la question des salaires à minima, mais tout le monde rentrerait dans la bataille si demain on savait que c'était une lutte non plus défensive comme ce l'est actuellement, parce que oui, c'est défensif de réclamer uniquement le retrait. Ce qui est offensif, c'est d'aller réclamer, par exemple, la retraite à 60 ans, pour toutes et tous, 55 ans pour les métiers pénibles, de réclamer des augmentations de salaire, l'indexation des salaires sur l'inflation aujourd'hui qui est en train de frapper tout le monde. C'est ça, en fait, qui permettrait que tous les secteurs dans lesquels on se dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle et que pour beaucoup qui parfois ont 43 annuités à cotiser, notamment les générations après 73 et qui d'office partiront, je veux dire, après 64 ans avec ou sans cette réforme, eh ben oui, il faut faire en sorte que les mots d'ordre soient beaucoup plus offensifs pour que tous ces secteurs-là ils se disent, bon, on n'a pas des positions avec des gros salaires, on n'est pas spécialement syndiqué, on n'a pas des statuts de cheminots ou autres. Mais là, le jeu en vaut la chandelle. Là, si on se bat, on sait qu'il y a des nouveaux acquis sociaux à prendre et à récupérer pour nous. C'est un combat qui nécessite l'ouverture à tous les secteurs du mouvement ouvrier. Ben oui, là, les gens rentreraient dans la bataille. Mais tant qu'on continue avec des grèves isolées, tant qu'on continue à ne rien dire sur les secteurs du mouvement ouvrier qui reprennent le travail parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que ça fait des journées et des journées qui tiennent alors que l'intersyndicale continue à appeler à des grèves isolées. Tant qu'on parle d'aucun autre mot d'ordre que le retrait de la réforme des retraites, oui, tout ça est problématique. Et c'est pour ça, les amis, notamment, vous le savez, on a constitué un réseau pour la grève générale. Il est sur les réseaux sociaux, sur Twitter et autres. On organise des réunions régulièrement, on organise aussi des actions régulièrement et on essaye surtout de commencer à s'organiser, se coordonner par en bas. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase déterminante, charnière, entre une intersyndicale qui envoie des signaux faibles au gouvernement et une base qui est en train de se demander quelle est la stratégie aujourd'hui, vers où on va. Et je vous invite toutes et tous à rejoindre le réseau pour la grève générale, à rentrer dans ces comités d'action, à construire des comités d'action là où vous êtes pour faire en sorte qu'on puisse arriver à cette généralisation de la grève, à faire remonter les taux de grévistes partout. Je vous invite également, les amis, à faire en sorte que la journée du 6, parce que pour éviter justement que le mouvement nous échappe et que le gouvernement gagne, si on veut éviter tout ça, il faut faire en sorte que le 6 avril prochain soit un raz-de-marée. Je vous l'ai dit dans cette vidéo, le gouvernement est acculé, isolé, ils sont en panique. On peut les plier, les amis. Et le 6 avril est une journée importante. Il va falloir faire en sorte que ça soit une journée explosive. Mais dans cette journée-là, il faut construire des assemblées générales partout où c'est possible. Il faut commencer à discuter sérieusement d'un plan de bataille qui permette de les faire reculer et de mots d'ordre qui permettent de faire rentrer l'ensemble des secteurs du mouvement ouvrier dans la bataille et des secteurs de la jeunesse dans la bataille. Alors, toutes et tous en grève et en manifestation le 6 avril prochain. Il faut qu'il y ait des actions de blocage partout. Il faut leur envoyer un message clair. C'est qu'on ira jusqu'au bout. Merci à tous
d'avoir suivi cette vidéo. Merci de la repartager, de la liker. Merci de suivre Révolution Permanente et merci pour toute la force que vous nous donnez les amis. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.